Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de PLT. Aujourd'hui on se retrouve au niveau du groupe Ambre et chez Yema et on va aller visiter la manufacture, voir un petit peu leurs locaux, la partie usine, SAV, les salles de prod. Une interview avec William, là ça va être sympa parce qu'on va discuter de leur dernier méca, ce qui est sorti, on va parler du groupe, les petites parties SAV que tout le monde attend, et puis les perspectives qui sont données avec les mécanismes d'Olivier Maury. Et puis le stagiaire dont on vient de donner le nom sera présent, donc Olivier Maury sera là, il va nous présenter les derniers mécanismes également. Et je crois qu'il y a une petite partie tourbillon un peu spéciale parce qu'ils sont partis à New York, mais il m'a dit on peut s'arranger. Alors on vous montre ça tout de suite. William, merci de me recevoir. Bonjour Julien. Ça va? Bienvenue à Bordeaux, ça va très bien. Et toi? Écoute, ravi de visiter vos locaux qui sont magnifiques. Avec plaisir. Et si on peut faire découvrir ça à tout le monde, je pense que ça va être sympa. Donc là, on est déjà au dernier étage. Au troisième. Il y a encore un étage supérieur, mais qui est pas très intéressant. Mais ici, on est au troisième étage. On est à l'espace horloger. Donc tu as en fait ici derrière toi l'atelier de production principal, donc qui en plus a une partie visible que tu peux voir tout de suite. Et de l'autre côté, on a l'espace SAV, avec les ateliers SAV. Donc c'est à peu près la même chose, mais en partie SAV. Donc là, on ira faire un tour dedans tout à l'heure. Exactement, tu as le privilège de pouvoir y avoir accès. Donc c'est plutôt très bien. Bon, là, sur tout ce qu'on peut voir, là aujourd'hui, c'est essentiellement montage micro-rotor, de ce que j'ai vu, c'est ça? Oui. Ils sont lancés sur la gamme bleue. C'est ça. C'est un peu l'actualité, le micro-rotor. Donc forcément, on est dessus. Et là, effectivement, on est sur une première série de bleus qui vont partir donc très prochainement en livraison. Et je pense que ça fera pas mal de satisfaction parce qu'il y a pas mal de clients qui attendent des bleus. Oui, je pense. Voilà. On peut faire un petit tour rapide dedans? Oui, bien sûr, avec plaisir. On te suit. Voilà. Et donc là, tu es dans l'antre de nos ateliers. Dans le cœur de la bête, là. Voilà, dans le cœur de la bête avec les horlogers qui travaillent. Donc là, on a Jean-Paul en plus, je crois que c'est l'horloger référent. Exactement. Là, il y a Jean-Paul qui est actuellement sur les machines Witchy en train de régler les mouvements, de la précision des mouvements. Ok. Voilà. Et donc que tu verras tout à l'heure pour un entretien. Et puis il va te présenter un petit peu justement l'espace, les différentes machines qu'il peut y avoir, comment ça fonctionne, les différents établis, à quoi sert à quoi, etc. La totale. C'est nickel. Il faut que ce soit propre. Ouais, non mais tu sais, entre les lumières blanches et tout ça, c'est incroyable. Tu sens que c'est propre. On fait un petit tour pour voir ce qu'il y a sur les ateliers? Ouais, ça marche. Donc là, tu as l'équipe, en gros, qui assemble aujourd'hui les mouvements. Ce matin, quand on est passé, il y avait la partie micro-rotor. Exactement. Donc là, ils sont en train d'intervenir sur d'autres pièces. Bon, c'est pas les micro-rotors, mais on vous mettra des petites incrustations parce qu'on a quand même des trucs sympas. C'est ça. Et du coup, finalement, l'essentiel de l'équipe est là, où généralement, tu as tous les postes qui sont utilisés ou comment ça se... Alors oui, parce que là, tu as eu la bonne idée de passer pendant les congés. Donc forcément, tu as... Faut bien que je puisse venir pendant mes disponibilités, je te remercie. Donc tu as un petit peu moins de monde que d'habitude. Là, tu as à peu près la moitié des équipes, quoi. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'à temps plein, ouais, c'est ça, on est à 8 horlogers en gros, minimum, à plein temps qui tournent. C'est ça, hors SAV. Hors SAV. Écoute, on fait un petit tour rapide sur la partie SAV? Ouais, pas de problème. Allons-y. Donc la partie
SAV. SAV. Donc là, les locaux, de ce que je peux voir, c'est ce que tu disais, similaire quasiment en termes d'espace à peu près à la partie production. Alors c'est un petit peu moins grand, par contre on retrouve le même fonctionnement, vu que c'est des établis, c'est des horlogers à proprement parler, qui travaillent de la même manière que des horlogers qui sont à l'assemblage et à l'emboîtage que des personnes qui sont au SAV. Et là, par exemple, tout à l'heure, on s'est mis ici avec Olivier Maury pour assembler donc un mouvement tourbillon, puisqu'il voulait te le montrer de visu. Donc voilà, c'est ici que ça s'est fait. C'est assez intéressant de voir que les deux espaces sont quand même splittés, ça travaille ensemble, mais tu as quand même une distinction justement pour limiter soit les erreurs, soit les points de matériel, etc. Tout est séparé, mais les deux sont l'un en face de l'autre, parce que des fois tu as quand même quand tu as une espace de sous-traitance, là tu te dis, tu traverses le couloir, tu es au SAV, le SAV a besoin, il revient en prod, quoi. Ouais, non, il y a quand même une proximité ultra importante, parce que voilà, des fois il peut y avoir un besoin d'aller discuter avec le maître horloger ou co-caisse, ou d'avoir une pièce qui est de l'autre côté, mais effectivement c'est deux espaces bien distincts dans le mode de fonctionnement. Bon, en tout cas, voilà, dans l'idée, quand on s'imagine le petit horloger de comptoir, tu sais, chez lui, qui travaille et qui est tout seul, là c'est pas le cas. Et puis ce qui va être sympa, dernier plan, parce qu'on va pas non plus s'éterniser, c'est pas le but non plus de la vidéo, c'est d'aller voir par contre la partie salle des machines. Ouais, alors la salle des machines, ici je pense que tu peux nous donner des infos parce que c'est calme. Ouais. On va s'entendre et on rajoutera des plans peut-être après parce que ça va être bruyant. C'est ça. En fait, donc la salle de machine, elle se trouve au niveau 0, puisque là sur le groupe, on a 4 étages. Donc au niveau 0, on a la salle des machines qui est assez relativement récente, du fait qu'on a commencé l'usinage de nos pièces, donc pont et platine directement en interne pour le micro-rotor. Et donc là, les machines fonctionnent à plein régime pour pouvoir concevoir les pièces qu'on va pouvoir voir ensuite et qui sont directement confectionnées chez nous en interne. Voilà. Écoute, moi j'ai hâte d'aller voir ça, surtout de voir ce que ça donne, parce que je t'avoue que les machines ça me parle et puis je me rends pas bien compte de l'impact et de la production, tu vois, donc j'ai vraiment ça va être l'envers du décor, parce que en bas c'est complètement plus le côté industriel, c'est-à-dire que voilà, c'est des grosses machines, c'est du bruit, c'est de l'huile, c'est des choses comme ça, avec le côté ici beaucoup plus soigné, rangé, horloger. Avant ça. Par contre, du coup, les locaux sont vraiment splendides. Est-ce que si un client, simple question, mais si un client vient, est-ce qu'il peut dire, tiens, est-ce que vous faites des visites? Enfin, tu vois un peu cette sensibilité-là ou pas? Pour l'instant, il n'y a pas d'organisation à proprement parler par rapport à ça, parce qu'on serait très vite débordé si, entre guillemets, n'importe qui venait à la porte pour pouvoir visiter les locaux. En revanche, pour nos clients privilèges, on prévoit des visites guidées, un petit peu de la même manière que je suis en train d'en faire une pour toi. Je suis un client privilège. Je me sens satisfait. Quelque part. Voilà. Après, c'est vrai que c'est difficile de laisser les portes ouvertes et de laisser tout le monde. Non, mais parce que pour le coup, les locaux sont vraiment beaux. Il y a énormément de choses à voir. Enfin, en termes de discussion, tu peux rester effectivement des heures. Si Olivier est là, c'est pareil. On reste des heures à discuter. Et est-ce que les clients qui ont peut-être eu le privilège, quand tu dis clients privilégiés, c'est les clients qui vont avoir par exemple ce tourbillon? Parce que je crois qu'en plus tu as déjà baqué, de ce qu'on disait, il y a déjà eu 75 déjà tourbillons déjà baqués en plus. C'est ça, 70, il y a à peu près 70 sur les 150, donc il y a la moitié déjà qui sont partis. Mais est-ce que ces clients-là sont peut-être vus comme les clients privilégiés? Ça dépend s'ils sont privilèges ou pas. Voilà. En fait, on a un programme nous de fidélité par rapport au nombre d'achats qu'il peut y avoir, et donc voilà, il y a des clients qui ont le niveau platinum et donc qui sont pris des privilèges platinum et qui ont cette exclusivité-là de pouvoir venir visiter les locaux. Bon écoute, merci. Puis on descend pour prendre des plans sur les 5 machines. Donc là, salle des machines. C'est ça. Donc là, on est dans la salle des machines. Sur lesquels donc sont usinés tout ce qui est pont et platine. Okay. Alors dans un langage plus simple, pont et platine, c'est toute la carrosserie d'un mouvement. Organes réglants, roues, voilà. C'est toute la partie visuelle. Alors notamment sur les micro-rotors, il y a quelque chose de très simple. Par exemple, quand sur le micro-rotor bleu, toute la partie bleue, c'est quelque chose qu'on usine complètement ici directement. Ou la partie verte ou la partie noire selon la couleur des mouvements. Là, qu'est-ce qu'on a derrière nous là? Tu sais à peu près. Là, on a une machine de tribofinition. Donc en fait, c'est qu'une fois qu'on a usiné les ponts et platines en brut, lorsqu'ils sont usinés sur les grosses machines, ils sortent en brut. Donc si tu veux, au toucher, ils sont très très bruts, très très abrasifs. Ouais, okay. Voilà. Et là, en fait, on les passe dans des machines de tribofinition qui va venir complètement enlever tout ce qu'il peut y avoir comme surplus de matière et rendre les ponts ou la platine beaucoup plus douce, si tu préfères. Donc là, tout ce qu'on a là comme machine, c'est toutes les machines qui vont servir à la production des Montiema là dans les années à venir. Sur les calibres manufacture. Sur les calibres manuf. Certaines machines, puisqu'on en aura d'autres,
Là, en fait, ici, il y en a 3 actuellement. C'est les premières qu'on a acquises. Mais il y en aura, à mon avis, jusqu'à une dizaine dans les années qui arrivent. On se retrouve avec Anthony. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui dans la salle des machines chez Yema? Ok, aujourd'hui, je suis juste en train de faire un posage pour pouvoir reprendre des pièces. Moi, je suis ingénieur de la méthodologie de travail sur la partie fabrication. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais concevoir, aide d'outillage et choisir les moyens de production pour produire les pièces. Ok. Donc, je vais faire toute la partie CAO, FAO pour pouvoir permettre de produire les composants. Donc, tout ce qui est en amont. Voilà. Aujourd'hui, je fais un posage parce que mon collègue est absent pour la partie production, mais du coup, aujourd'hui, moi, je m'occupe de la partie posage. Et la finalisation de tout ça, c'est-à-dire ce qui se passe dans la machine, la résultante, c'est ce qu'on voit dans tes mains là? Exactement, ouais. Donc là, par exemple, on a une platine en OP1. Donc, on a fait la première opération. Donc, on fait un seul côté de la barquette. Alors, quand tu dis OP1, qu'est-ce que tu entends par OP1? En fait, on a, dans cette pièce, par exemple, la platine, on a défini qu'il y avait 2 opérations de travail. Donc, il y avait l'usinage du côté sous. Et après, on allait faire l'usinage du côté su. Du coup, le côté su permet de détacher après la pièce une fois finie. D'accord, donc OP1, tu as ça. Et effectivement, donc la partie 2, c'est le détachement, quoi. Exactement, c'est le détachement. Alors, on a encore un peu d'usinage. On voit ici les usinages qui sont faits sur la platine, ils sont faits là sur l'OP1. Et quand on retourne, au final, on va faire les deuxièmes usinages et on va détacher la barquette, la pièce de la barquette. Et ça, cette opération-là, simple question, mais quand tu le fais, c'est quoi? C'est une pièce par pièce, mais ça prend combien de temps? C'est des choses qui se font… Ça dépend en fait du nombre d'usinages qu'on a dessus, mais après, on va prendre à peu près une demi-heure. Ça peut durer en moyenne une demi-heure, on va dire. Par pièce? Par pièce, oui, donc l'OP1 et l'OP2. Du coup, dans la journée, ça te donne quoi en nombre de pièces? On va aller à peu près sur une platine comme ça, finie détachée, on peut aller à une quinzaine de pièces, on va dire. D'accord. Moi, j'étais pas trop loin quand dans l'idée, j'avais 6 Après, pièces. Ça dépend du nombre d'équipes qu'on va avoir pour le travail, mais voilà, dans une journée, toi tout seul, journée standard, pour moi tout seul, ça va être 15 pièces. Ok. Bah, je te remercie. De rien. On va continuer la suite avec l'interview de William. Bon, William, je te remercie pour cette visite d'usine. C'était super intéressant, notamment avec ton chef horloger. On sent la culture horlogère et la passion Yema. Honnêtement, c'est incroyable. Et vous allez voir au niveau des infos qu'on a eues, on va venir dans les questions, mais il y a des sujets improbables finalement de tout ce qu'on peut lire sur Internet. Ce que je te propose, j'ai mes petites fiches, mes petites questions, que ça soit bien calé, bien propre. Et puis, écoute, on va démarrer. Ce que j'aimerais déjà dans un premier temps, c'est que tu puisses un petit peu nous parler du groupe Ambre, finalement. Nous donner un petit peu des infos, le nombre de collaborateurs, les implantations, enfin tous ces éléments-là, parce que moi je t'avoue que je ne connais pas très bien le groupe. D'accord. Et puis la marque, je la connais d'histoire, mais je pense que je la connais aussi nettement moins bien que toi. Ouais, avec plaisir. Alors le groupe Ambre, c'est une maison horlogère française qui a été créée en 65, qui est complètement indépendante et familiale. Ça, c'est important de le rappeler. Ça a été créé en fait par le parent de Pascal Boll, qui est l'actuel propriétaire du groupe, qui sont René et Marcel Boll. Et aujourd'hui, on a même la 3e génération, puisqu'il y a Christopher Boll qui a intégré le groupe maintenant il y a à peu près 6 ans, et qui est lui le directeur général. Le groupe Ambre est devenu propriétaire de la marque horlogère Yema, celle dont on va parler aujourd'hui, en 2009. Oui, c'est ça, c'est finalement quand on regarde. C'est assez récent aussi. Hein. Les modifications qui sont apportées à Yema viennent depuis la reprise du groupe Ambre, mais 2009, c'est tout jeune, quoi. C'est tout jeune. Et effectivement, le groupe a connu plusieurs transitions depuis son existence, puisqu'ici on est à Morteau, on est vraiment dans le berceau de l'horlogerie française. Hein. C'est un groupe qui a d'abord fait de l'assemblage pour du private label, pour différentes marques qu'il y avait dans la région, qui a ensuite connu une période de marque licence, et qui, depuis l'intégration
donc dans un premier temps d'Junger et Bresson et ensuite de Yema en 2009, ne fait plus que de la pure production propre avec ces marques-là. Sachant que Yema aujourd'hui correspond à peu près à 90% de l'activité même du groupe. Ouais, tout à fait. Et là aujourd'hui sur le groupe, vous avez, alors là on a fait pas mal de visites, on a vu les horlogers, puis il y a aussi un partenariat très important, et ça c'est super bien sur l'implémentation locale de la marque, c'est que vous avez un partenariat avec l'école horlogère, donc ça c'est quand même bien. Le lycée Garfort à Morteau, ouais. Tout le monde n'est pas obligé de le faire, donc ça je t'avoue qu'à titre perso j'ai apprécié ces infos-là. Et là en termes de collaborateurs, vous êtes combien? Alors Christopher n'est pas avec nous, il est en déplacement, mais donc on en a un en moins sur place. Il sera peut-être là cet après-midi, on verra. Bon, là aujourd'hui, vous êtes à combien finalement on va dire dans le groupe Yema? Alors dans le groupe Yema, on va être un peu plus d'une 60aine de collaborateurs. On est ici à Morteau, donc qui est la partie production, atelier, horloger. On est à peu près une 30aine. Donc tout ce qui est montre. Voilà, tout ce qui est montre, Okay. tout ce qui est vraiment assemblage, montage, contrôle, etc. est fait ici donc à Morteau. Et après, on a aussi une antenne à Maurice. Donc c'est là où ça peut surprendre l'île Maurice. L'île Maurice, voilà, c'est au soleil, on est d'accord. Donc il y a une antenne au soleil. qui est là pour le coup, où là on a à peu près une 40aine de collaborateurs. Et en fait, alors pourquoi Maurice? Parce que souvent ça peut être amené à questionnement. Il faut savoir, ça tu le sauras peut-être pas, mais Maurice est une région horlogère aussi. Ah non, bah, je t'avoue que non, ça ne me serait pas venu du tout. Bah, c'est une région. Moi, je voyais le principe touristique, mais je ne savais pas du tout. Non, c'est une région horlogère. Tu as toujours actuellement, tu as des grands fabricants de verre. Tu as des grands fabricants de bracelets cuir. Voilà. Et à l'époque, par exemple, tu avais notamment France Ébauche, qui avait des antennes là-bas. Yema même avait une antenne là-bas. Et en fait, Pascal, lui, a créé une usine au début des années 90 pour faire des mouvements quartz. Donc en fait, il concevait des mouvements quartz là-bas. Et voilà. Et puis de fil en aiguille, il a toujours gardé une antenne à Maurice. Alors pareil, qui a connu différentes transitions, puisque d'ailleurs aujourd'hui, c'est uniquement tout ce qui est web, tout ce qui s'occupe du site au niveau digital. Tout ce qui est com finalement. Tout ce qui est un petit peu com, et tout ce qui est commerciaux aussi. Quand je parle commerciaux, c'est les commerciaux qu'on a en ligne, qu'on peut retrouver en ligne sur notre site, parce qu'en fait, nous, on a une véritable boutique où en fait, on parle à des vraies personnes. Et ce qui est intéressant avec Maurice, parce que c'est beaucoup une communauté d'expatriés à Maurice, ou alors des locaux qui parlent beaucoup de langues. Qui sont polyglottes, quoi. D'où l'intérêt d'aller chercher ces collaborateurs-là. Nous, on a les personnes qui sont présentes là-bas parlent entre 6 et 7 langues. Donc ça, voilà, et ça nous permet d'intervenir vraiment au niveau international, puisque nous, on est très représentés aussi à l'international. C'est pour ça que l'île Maurice nous apporte une grande aide à ce niveau-là. Le lien est justement bien fait, tu vois, ça va dans le sens du draft, à croire que tu l'as lu, incroyable. La vraie question, c'est possible. Non, mais c'est bien de construire une interview ensemble, mais c'est surtout que derrière, le point que tu amènes et qui est très intéressant, et on en avait discuté justement en off, c'est la présence de Yema par rapport à ses clients sur les pays où vous êtes distribués. Et ce que tu me disais, c'est qu'en fait, moi j'ai cette image-là, c'est que Yema c'est français, donc je me dis finalement, Yema c'est une grosse communauté et que des ventes qui sont essentiellement en France. Et puis bien sûr, tu as vu l'ouverture avec le Kickstarter, le micro-rotor, le petit CMM10 qui est présent ici. Mais du coup, quels sont finalement les pays ou comment est-ce que vous êtes diffusé au niveau international? Non, alors tu vois, c'est quasiment l'inverse. Aujourd'hui, on vend forcément plus à l'international qu'en France. Pour te donner une statistique, on vend à peu près 60% de nos montres à l'international. Donc c'est-à-dire que bien évidemment, le côté international VS la France, qui est un petit pays à l'échelle mondiale, forcément on vend plus de montres à l'international. Par contre, la France reste, à titre pays VS pays, gros marché. Voilà, reste le pays le plus important même. Mais par contre, on vend plus de montres sur l'ensemble du globe ensuite, puisqu'on est à peu près, on vend à peu près dans plus de 90 pays. Donc, ce qui est quand même relativement important. Et toi, je ne pensais pas autant. Quand là, tu m'annonces le chiffre, mais je me suis douté, parce qu'en plus, il y a l'aspect Kickstarter, il y a d'autres éléments, on va y revenir après, mais tu te dis, OK, il y a une ouverture internationale, 90 pays, honnêtement, je ne pensais pas. Et vos principaux pays, donc tu as la France, mais tu as les principaux pays qui te tirent quand même. Oui, tout à fait. Les États-Unis en second. Alors forcément, parce que y a quand même une forte demande de montres. Yema a aussi, et là je parle même des modèles vintage, on retrouvait des modèles Yema à l'époque qui étaient exportés déjà aux États-Unis, puisque je fais toujours le lien. Yema était aussi, à fin des années 60, la marque française la plus exportée dans le monde. Donc c'est vrai qu'on retrouvait déjà des modèles vintage dans certains de ces pays, et beaucoup aux États-Unis. Donc les États-Unis, c'est notre second marché. On a la Grande-Bretagne qui suit, et le Japon.
Voilà, c'est pour te donner vraiment les pays les plus importants en termes de fonctionnement. Ça, je ne pensais pas le Japon non plus, par rapport à leur culture horlogère, leurs produits. Grosse demande sur les marques horlogères françaises. Peut-être le Made in France aussi. Voilà, c'est ça. Le côté français joue beaucoup. Et après, c'est vrai qu'on est aussi installé physiquement au Japon. On a des distributeurs là-bas, ce qui fait que forcément, ça nous permet de pouvoir communiquer et travailler de la meilleure des manières. Alors, le point des distributeurs, c'est parfait, ça tombe bien. Aujourd'hui, je t'ai fait une deuxième transition. Écoute, je te jure que pour le coup, c'est pas fait exprès ensuite, c'est parfait. Mais finalement, tu vois, dans mes questions, il y avait un sujet qui a été remonté, c'est que finalement, on m'avait dit, alors tu vois, en termes d'infos que j'avais pas forcément, c'est que il y a eu une période creuse de Yema avant le groupe Ambre. Il faut bien faire la dissociation entre l'avant et l'après-groupe. Et en fait, c'est vrai qu'apparemment, la marque a quand même réussi à s'en sortir grâce aux détaillants, au fait qu'ils soient présents dans plusieurs boutiques, etc. Donc là, tu annonces qu'effectivement, vous avez des détaillants au Japon, et on retrouve finalement quasiment pas, voire peu, Yema dans les détaillants français. Alors, on a les potes de chez Aurel, de la chaîne Parle au Monde, qui sont détaillants de chez Yema, donc ça, c'est parfait. Mais finalement, est-ce qu'il y a eu un retrait? On retrouve de moins en moins, j'ai l'impression, en tout cas, Yema en boutique, mais est-ce qu'à terme, à part le site web, il y a une volonté de repartir sur le terrain finalement et d'aller ressourcer les détaillants? Oui, alors c'est vrai que quand on a relancé la marque, parce que véritablement la marque a été relancée en 2016 à peu près, et effectivement vous avez pu constater tout le chemin qu'on a parcouru qui va dans un sens de nous qualité de confection de nos produits, d'assemblage, de relocalisation aussi, puisqu'on essaye d'internaliser un maximum de choses directement chez nous. Donc en fait, tout simplement, c'est qu'au bout d'un moment, on a constaté que les points de vente avec lesquels on travaillait avant n'étaient pas forcément adaptés par rapport à la montée en gamme qu'on est en train d'effectuer. Donc à un moment donné, et c'est relativement récent, puisque ça date il y a à peine un petit peu plus d'un an, on a décidé en fait d'arrêter complètement, si je puis dire, la distribution auprès des différents AD avec lesquels on travaillait. On a gardé vraiment qu'un petit noyau qui se compte sur les doigts de la main de distributeurs qui étaient par contre en adéquation avec ce qu'on faisait et donc avec lequel on souhaitait continuer de travailler. Parce que voilà, on ne veut être présent. Tu parlais d'image premium peut-être? C'est ça, une premiumisation de l'image par rapport au Oui, alors il y a l'image premium, mais il y a aussi, voilà, quand on est sur des montres mécaniques d'un certain standing, il faut savoir les vendre aussi. Donc ça ne peut pas être vendu par n'importe qui. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là au bout d'un moment de se dire, on fait table rase et on repart sur des meilleures bases. Mais donc l'idée et l'objectif final, il est quand même de continuer à travailler avec des AD en France, bien évidemment, puisque c'est le cas. Alors aujourd'hui, par exemple, on a plus d'AD à l'international qu'en France, ce qui peut paraître très étonnant. Oui, mais là, tu l'expliques. Mais voilà, on a cette volonté de revenir sur le marché français, et c'est un travail qu'on fait, donc avec une équipe de commerciaux qui est en place pour ouvrir ces nouvelles boutiques. Et en fait, alors on voudrait toujours garder, on n'a pas l'envie d'être partout. Par exemple, ça ne nous intéresse pas. On ne veut être que dans les endroits, voilà, comme je l'ai dit, qui sont susceptibles de pouvoir vendre nos produits. Voilà. Et donc, c'est le travail qu'on va faire, qui a déjà commencé, donc, comme je vous l'ai dit, là, il y a un an, et qui va s'échelonner sur les prochains mois, pour pouvoir retrouver une distribution en France en lien avec la marque. En adéquation avec l'image qu'a envie de donner Yema. Mais ok, mais ça se comprend. Voilà. Donc l'idée, je peux même te donner un chiffre. L'idée, aujourd'hui, on a une quinzaine de points de vente en France. L'idée, c'est qu'il faudrait qu'on en ait une cinquantaine. Ouais, donc ça fait quand même une belle progression. Voilà. On va dire, c'est du 300% sur quoi? Sur 3 ans peut-être? C'est un grand point de vente par grande ville en fait, si tu veux. C'est ça en fait qu'on aimerait. Donc sous 2-3 ans maximum. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'ai oublié de te poser. C'était le nombre de produits qui étaient vendus par Yema en termes de montres aujourd'hui. Alors peut-être avec là, il y a la premiumisation, il y a pas mal de choses, donc il y a peut-être des différences. Mais en termes de montres vendues, Yema, ça représente quoi? Sur une année? Ouais, sur une année, oui, pas depuis le début, mais en fait, vraiment sur une année. Non, sur une année, aujourd'hui, on arrive sur des chiffres de 50 000 montres vendues quand même. Donc si tu ramènes au mois, ça fait un petit peu plus de 4 000 montres mois qui sortent de nos ateliers. Ouais, c'est quand même énorme. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on me parle de 50 000 montres, faut déjà pouvoir être en capacité, sachant qu'en plus, tu vas vers la volonté de faire pas mal de choses en interne, etc. Ça commence à faire beaucoup. Les chiffres sont tout à fait relatifs parce que, encore une fois, comparé à certaines grandes maisons horlogères suisses, on est des bébés. On ne compare pas à ça. Je parle pour Yema. Moi, l'image que j'en avais, je ne pensais pas que vous sortiez 50 000 montres. On reste quand même une marque historique, voilà, avec des modèles iconiques.
Donc effectivement, et puis avec une base aussi, une communauté assez importante, Ouais. aussi bien en France mais aussi à l'international, qui fait que non, par rapport au standing que nous avons et au potentiel de la marque, non, moi j'aurais même tendance à dire que c'est des chiffres qui sont tout à fait convenables, mais qui doivent être supérieurs dans les années à venir par rapport à ce qu'on est en train de faire. En tout cas, moi, je sens que c'est la volonté que vous avez, effectivement, la premiumisation, les mouvements, etc. Ouais, on va y venir, mais du coup, il y a cette volonté-là. Justement, alors on a parlé détaillants, là on a parlé du nombre de montres vendues, Ouais. et si tu veux, on va rester toujours sur le schéma de distribution, et je me suis posé une question, mais que j'ai revue aussi sur Internet, parce que je t'ai dit que j'avais posté le fait que je venais vous voir, et on a eu pas mal de demandes, je trouvais ça vachement bien d'avoir fait marcher la communauté Yema, et on m'a demandé finalement pourquoi aujourd'hui Yema passe par Kickstarter pour promouvoir certains de leurs mécanismes. Alors moi j'ai une vision qui est la mienne, mais ils me disent on ne comprend pas pourquoi par exemple, alors il y a 50 000 montres vendues et ça met en rapport, on me dit mais pourquoi des marques comme par exemple, alors je l'ai noté tu vois pour pas me louper, mais Charlie Paris, Serica, etc. ne sont pas passés par Kickstarter, tout simplement parce que déjà bon, pour moi les engagements financiers ne sont pas les mêmes quand tu fais 50 000 montres que quand tu en fais, je ne sais pas combien ils en sortent, peut-être je veux dire 3 000 à l'année, tu vois, ou 3 ou 4 000. Mais du coup, quelle est la volonté? Est-ce qu'il y a une continuité d'aller sur Kickstarter? Comment vous voyez d'un point de vue Yema Kickstarter aujourd'hui dans votre commercialisation de produits? Alors, c'est vrai que ça peut toujours surprendre pour une marque établie d'avoir recours à des plateformes de financement participatif. Tu as très bien résumé la question, je te remercie. C'est exactement ça. Voilà. Mais ceci étant, nous, souvent comme on le fait avec Yema, hein, on casse un peu les codes, on n'est pas là pour rester sur le sentier qui nous est donné. On a décelé qu'il y avait un potentiel... plusieurs potentiels d'ailleurs en termes de communication. Déjà dans un premier temps, les campagnes de Kickstarter sont pour nous des campagnes de communication à l'échelle mondiale vraiment importantes, qui sont intéressantes. Et surtout, par contre, ça répond aussi à ce qu'on était en train de mettre en place. Sur l'innovation, je parle. C'est-à-dire que la plupart des Kickstarter qu'on a réalisés, c'était le premier, c'était pour l'évolution de notre calibre maison, le Yema 2000 qui évoluait et qui devenait exclusif à la marque Yema, parce que, donc, il y avait un principe horloger novateur. Le second, c'était sur les GMT, pareil, en calibre maison. Ensuite, il y a eu le CMM20, donc le calibre micro-rotor, que vous avez vu aujourd'hui, qui est actuellement à l'assemblage dans nos ateliers. Donc là, il y avait encore un principe d'innovation importante. Et là, on arrive donc le 10 novembre prochain au CMM10, donc le calibre 3 aiguilles. Donc à chaque fois... Petit aparté, il est là. Il est canon. Donc en fait, à chaque fois, on répond à la case Kickstarter, par contre, qui elle est là pour aider les entreprises innovantes, entre guillemets, dans leur recherche et développement, à bénéficier de financement. Et donc communication, innovation, c'est les deux liens. J'en rajoute un troisième, c'est le côté participatif. Il n'est pas que financier, c'est-à-dire que la plupart des clients, ils ont un projet dans lequel ils ont une visibilité de l'étape A jusqu'à l'étape Z. C'est-à-dire qu'ils voient les prémices avec tout ce qu'on partage, parce qu'en plus, c'est souvent des pages kilométriques sur Kickstarter qui sont très détaillées, où il y a vraiment la genèse du projet et pourquoi il est sorti, jusqu'à sa phase finale de production et de livraison. Oui, donc voilà, donc le client, non seulement il a voilà, une communication, une visibilité importante, et derrière, il a une sensation de participer à un projet réellement avec nous. Donc c'est ça qui est important. Après, une fois que je t'ai répondu à tout ça et pour répondre à ce que tu disais avant, maintenant qu'on a établi nos calibres manufacture, que c'est quelque chose qui est éprouvé chez nous et qu'on a mis en place, et puis ça y est avec la salle des machines que vous allez voir tout à l'heure d'ailleurs, on pense, il n'y a pas de vérité à 100%, mais on pense que le Kickstarter sur le CMM10 que nous faisons le mois prochain peut potentiellement être le dernier, quoi. Peut potentiellement être le dernier, tout à fait. Pour là, rejoindre les raisons un peu que tu évoquais, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une dissonance pour les gens de se dire pourquoi une marque établie fonctionne avec un Kickstarter. C'était clairement ça, c'était si tu veux dans la sensation, on avait une sensation d'aveu de faiblesse de dire en fait ils ont peur de ce qu'ils font et ils passent par... Non mais je te donne la sensation extérieure de dire est-ce qu'ils croient vraiment en leur projet ou alors est-ce qu'ils se disent en allant par Kickstarter on freine un peu des cas de fer parce que si ça foire, on est sur Kickstarter, c'est pas vraiment lancé. Tu vois, tu avais cette... Ça, je te dis, c'est ce que les gens établissent. Et des fois, je peux comprendre cette sensation-là. Mais en fait, c'est tout l'inverse. En fait, c'est beaucoup plus risqué pour nous d'aller faire un Kickstarter que devant nous-mêmes. Je t'explique pourquoi. Kickstarter, c'est public, c'est visible. Ouais. C'est-à-dire que pour une marque établie comme nous, tu vois, nous, donc on est capable demain de produire 2000 montres, 3000 montres selon le projet. C'est pas un problème pour nous. Si Kickstarter ne marche pas,
Oui, tu n'as pas une maîtrise de ta communication, ça va se voir. Et puis, tu n'as pas une maîtrise de tes résultats. C'est-à-dire que si demain, tu vois… Oui, c'est vrai que tu es sur le fil. Si ça ne marche pas, tu vois tout de suite. Si le mec, au bout de 2 jours, il a fait 10% de son kick, tu dis là, ça ne va pas marcher. C'est visible partout. Donc, le risque, en fait, si tu veux, il est plus important quelque part de le faire sur Kickstarter que si on le faisait avec nous en interne. Ouais. On le fait pour les raisons que je t'ai évoquées, parce que ça nous est utile aussi bien pour le client qui bénéficie d'un projet impactant avec en plus un tarif Kickstarter. Et un tarif quand même, parce que le micro-rotor, il faut dire ce qui est. Là, on l'a vu en production. Je regrette, je te le dis, de ne pas avoir backé le Kickstarter. Il faut faire attention, c'est un commentaire que je revois arriver souvent, ça. C'est-à-dire des gens qui disent, mince, dans quel sens il faut faire attention? Tant pis pour moi, quoi. Ouais, tant pis pour moi, quoi. Il faut faire attention pour le prochain, c'est ça que je veux dire. J'engage les gens à se dire, là, ce coup-ci, il ne faut pas passer à côté. Non, mais c'est vrai, franchement, le micro-rotor, il est canon. Donc, en tout cas, je te remercie pour les infos kick, parce que c'est vrai que c'était une question. Et j'avais fait un petit lien, et c'est vrai que là, pour le coup, alors, je vais te le dire comme ça, quand tu regardais sur… de toute façon, la majeure partie de la communication se fait sur Facebook. Les retours, les critiques ou les points positifs, tout passe par Facebook sur plusieurs groupes. Et c'est vrai que les gens avaient tendance à dire, et je le conçois parce que c'était le cas, c'était de dire « n'achète pas une Yema aujourd'hui au prix plein parce que de toute façon, elle va être sold out 3 mois après ». Et en fait, c'est vrai qu'il y avait une position stratégie-prix que les gens ne comprenaient pas, que je ne retrouve plus, je t'avoue, quasiment depuis… on va dire, une bonne année, voire 1 an et demi, en fait, depuis l'élaboration de vos mouvements maison, micro-rotor, etc. J'ai l'impression que cette position de j'ai sorti, puis après ça retrouve sold out un peu, enfin sold out, soldé en tout cas à moins 40, peu de temps après, alors que c'était la même montre, ça crée des frustrations sur les personnes, et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a changé. C'est un cheminement complet, en fait, si tu veux. Quand on a relancé la marque, c'est vrai que nous, et tu le vois, et justement, je t'en ai parlé tout à l'heure, avec le fonctionnement aussi bien Maurice, France, on a quasiment, nous, un fonctionnement de start-up aujourd'hui, et très digital. Et on a tout de suite emprunté les codes du digital avec une notion impactante, avec potentiellement de la remise à un certain moment donné sur des modèles pour créer une certaine émulation autour de la marque et vendre aussi. Mais le but de toute entreprise… bien sûr, ça je le conçois parce que quand on regarde la coupe du chiffre d'affaires qu'on peut retrouver, si on est un petit peu chercheur et puis qu'on trouve ça sur Internet, si on a les bons filons, tu vois la croissance exponentielle du groupe et la reprise de Yema. Donc d'un côté, je comprends que les gens gueulaient en disant « putain, j'ai acheté une montre, je passe 500 balles, elle se retrouve à 250 3 mois après ». D'un autre côté, quand tu vois la courbe du groupe, tu te dis à un moment donné, si tu veux prendre des positions, il faut que les caisses du tiroir soient pleines, sinon tu peux rien faire. Et j'insiste sur le phénomène de vendre, c'est-à-dire que nous, on est une structure, comme je te l'ai dit, qui est quand même aussi importante. Tu vois, on a des salariés, on a des équipes qui sont importantes, etc. Des structures, tu vois, on a nos propres ateliers, des horlogers. Voilà, tout ça, ça coûte. Voilà, faut le financer, quoi. Tout ça, ça coûte, et donc il faut vendre des montres. Donc voilà. Maintenant, avec le cheminement qu'on a eu, c'est-à-dire que le gap qu'on est en train de réaliser sur l'internalisation de la fabrication, la relocalisation donc de la fabrication aussi de nos composants, de nos fournisseurs, etc., et la montée en gamme qu'on est en train d'amener avec Yema et donc les mouvements manufacture, évidemment, le but, il est demain. Effectivement, c'est quelque chose qui ne peut plus être en lien avec de la remise ou de la solde, et c'est pour ça que c'est des choses que tu ne vois plus quasiment depuis presque 2 ans maintenant, j'ai envie de dire, et que tu verras plus du tout donc dès maintenant dans les jours. Les gens pourront plus troller comme ça sur Internet, quoi. Non, il y aura plus de, enfin, il n'y a pas de solde en tout cas sur les produits de série. À proprement parler chez Yema, non. Ok, mais de toute façon, ça se comprend. Alors, ça m'amène sur la suite. Là, aujourd'hui, de ce que j'ai vu, c'est que, et puis de toute façon, on l'a tous ressenti, vous avez vu les Kickstarter. Il y a les présentations qui vont venir à la fin de cette interview par Olivier des modèles. Ouais. Donc, on a le stagiaire de luxe qui est présent dans les locaux aujourd'hui, ça c'est cool. Et du coup, c'est vrai que la volonté de travailler avec Olivier, il y a eu le tourbillon. Donc là, il y a le CMM10. Je vous le remets encore une fois à l'écran. C'est vrai qu'elle est quand même très très belle. En plus, la bronze, je t'avoue que c'était ma préférée sur le kick. Je suis content de la porter. Et puis, il y a le CMM20 qui était sorti. Et aujourd'hui, la volonté de la création de ces mécanismes, laquelle est-elle? Est-ce que c'est l'objectif de dire on fait table rase, encore une fois, du passé, c'est-à-dire les Yema 2000 et compagnie, on les arrête et on va forcément se focus sur ces nouveaux calibres-là développés en collab avec Olivier. Enfin, comment vous voyez finalement l'ambition de cette collaboration avec Olivier? En fait, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que Olivier, à la base, on est allé vers lui pour améliorer notre calibre maison. Donc les calibres maison existants? Donc okay. Le Yema 2000 et le Yema 3000. Et okay. je mets l'accent sur calibre maison, j'entends par calibre maison des calibres qu'on avait conçus et développés, mais pour lesquels la majorité des pièces étaient faites à l'étranger. À l'inverse, aujourd'hui, de nos calibres manufacture, qui sont encore une fois conçus et développés par nous, mais là, la différence, c'est que maintenant, on usine nos propres pièces.
Oui, c'est ce que me disait Olivier, c'est qu'à terme, vous arrivez sur une production de mécanismes à terme. Hein, Voilà. de quasiment, alors, il n'a pas su me dire le chiffre, mais il me dit que c'est presque 90% qui va être fait. Non, c'est un peu beaucoup. Ça, il est optimiste. Il est optimiste. Ah bah écoute, c'était bon, moi il m'avait bien vendu le truc. Mais non, en fait, tu le verras tout à l'heure. Vous allez venir en maison, quoi. Voilà, ça, on fait tout ce qui est pont et platine directement usiné chez nous. Et après, il y a juste les parties réglantes et enfin, tout ce qui peut être roue, etc., qu'on fait ensuite juste à côté. C'est à 10 minutes de chez nous. Après, quand tu as quelqu'un qui sait faire et qui le fait bien, à un moment donné, il ne faut pas non plus se casser la tête à investir alors que le collègue, il te le fait. Mais à la base, donc pour revenir à ta question, on a fait appel à Olivier Maury pour améliorer l'IMA 2000 et l'IMA 3000 parce qu'on a toujours ce besoin, comme toute entreprise, de vouloir évoluer, de toujours apporter de meilleurs produits, de meilleures finitions, etc. Sauf que quand Olivier Maury il a commencé à travailler sur le mouvement, alors il n'était pas tout seul, hein, on n'a pas fait appel qu'à lui, on avait fait aussi appel à Patrick Augereau. Alors, on en a parlé, puis vous avez la liste quand vous allez sur les Kickstarter, notamment sur le micro-rotor, il y avait la liste de tous les horlogers qui ont participé, et dont Philippe Augereau qui est un peu, on va dire, un mentor pour Patrick Olivier. Patrick Augereau, pardon. Patrick Augereau qui est un peu un mentor pour Olivier. Et c'était son professeur, et puis c'est quelqu'un qui a un parcours quand même assez significatif dans des grandes maisons horlogères suisses, donc c'est impactant. Par contre, voilà, quand ils ont étudié le mouvement, il fonctionne, il est très bien. Nous, par exemple, on en a vendu plus de 300 000, donc c'est quand même relativement très important. On a des clients qui sont satisfaits. Par contre, sur les marges de progression, telles que l'entendaient Patrick, Olivier, etc., il se retrouvait coincé justement par le fait que les pièces qui le composaient, qui sont faites, je le rappelle, qui étaient faites à l'étranger, voilà, si tu veux, les exigences qu'il pouvait y avoir n'étaient pas les leurs, et ils se sont dit, mince, si on veut vouloir aller plus loin, partir sur une feuille blanche. On va devoir quasiment changer, 30% du mouvement. Est-ce que finalement, et je pense aussi que c'était aussi un désir de leur part, de se dire, et surtout pour Olivier, de se dire, est-ce que je ne recrée pas quelque chose, pour le coup, sur lequel on va quand même reprendre, parce qu'il a quand même repris deux, trois choses qui fonctionnaient sur le IMA 2000 et sur le IMA 3000, de se dire ça c'est très bien et ça bouge pas, et comme ça on peut repartir avec. Par contre, je refais une architecture différente, qui sera propre à moi, à ce que je pense, et qui fonctionnera de la meilleure des manières. Et là, on avance comme ça. Et on s'est mis dedans. Voilà, on s'est dit, allez, ok, on avance comme ça. Et effectivement, on s'est dit, on va refaire un calibre qui, pour le coup, on va aller plus loin, vu qu'on va le manufacturer directement chez nous, l'usiner directement chez nous. Et donc, on s'est dit, on a avancé sur ce sujet-là. Voilà. En tout cas, il y a 3 calibres aujourd'hui. Le micro-rotor, le CMM10, le CMM20 et le CMM30. Exactement. Voilà. Vous débrouillez pour savoir lequel est lequel. On verra si vous avez suivi. Non, mais ça, je peux te répondre rapidement. C'est-à-dire que le premier projet, c'était le CMM10. Donc celui-ci. Voilà, c'était le 3 aiguilles. Nous, l'idée, c'était d'avoir nos 3 aiguilles parce que c'est notre fer de lance, si tu veux. C'est vraiment, nous, vendre des montres 3 aiguilles. Voilà, c'est ce qu'on fait le plus. Par contre, et on a trouvé ça intéressant, Olivier, lui, nous avait proposé, sur des discussions, etc., dire tiens, j'ai un micro-rotor, j'ai un tourbillon, moi si vous voulez, on avance là-dedans, on fait la même chose, vous fabriquez les ponts, les platines, et on y va. Et ça peut être prêt plus rapidement, quelque part, que le CMM10, qui lui était d'une construction complètement propre à nous. Et nous, on s'est dit quelque part, d'une, on peut être présent, on peut être prêt tout de suite, et de deux, la visibilité et le savoir-faire qu'on va démontrer sera une porte d'entrée exceptionnelle pour le CMM10. C'est-à-dire que demain, quand on va avoir sur le marché 1948 micro-rotors au poignet de clients et 150 tourbillons au poignet de clients, derrière de dire, nous on a fait ça et maintenant on vous fait un calibre 3 aiguilles sur, entre guillemets, les mêmes bases de fabrication, en avant, quoi. Ouais, voilà. Ça s'entend. D'ailleurs, sur la partie calibre, il y a des questions. Est-ce que tu as un petit projet chronographe dans les tuyaux ? Je pense que ça serait intéressant quand même, parce qu'il n'y en a pas. Donc si tu prends le pas de faire un micro-rotor, d'aller faire un tourbillon, un petit chronographe, ça peut s'entendre un jour chez Yema ou pas ? Alors, c'est une question qu'il faut plus poser à Olivier, encore une fois. Olivier, c'est la salle des machines. Est-ce qu'au niveau du pont chez Yema, on a envie de sortir un jour un chrono ? Chrono, c'est plus compliqué. C'est plus complexe. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de calibres maison, entre guillemets, chronographes. Par contre, oui, on y pense. On y pense. Maintenant, quand je dis on y pense, ça ne sera jamais prêt dans 1 an ou dans 2 ans. Non, là, on est quelque chose qui est vraiment à plus long terme. Mais effectivement, dans la conception du mouvement d'Olivier Maury, Olivier Maury l'a conçu pour que demain, on puisse intégrer
différentes complications, notamment le GMT, qui sera pour le coup, lui, un petit peu plus rapide, pour qu'on ait donc un CMM 11 en GMT. Donc là, petite info, CMM 11 GMT 2024. Potentiellement. Et chrono, oui, on y pense. Demain, si on avait la possibilité d'avoir un chrono maison, on serait ravis, très clairement. Un chrono manufacture, ça serait parfait. Ouais, mais pour l'instant, il y a rien d'établi, je n'ai pas de scoop à te donner à ce niveau. Non, mais c'était une question qui était posée. D'ailleurs, j'en ai pris quelques-unes. Il y en a une que je rejoins. Alors, on parlait tout à l'heure des certifications en off, et ça tombe bien, c'est ce que je t'ai dit, c'était dans les questions posées par vos fans. Oui, je le vois souvent aussi. Ouais. Pas de certification COSC, c'est simple et ça s'entend, et c'est limpide. La montre n'est pas Swiss made. On est français. Donc ça marche pas. Par contre, est-ce qu'à terme, on ne pourrait pas avoir une certification Vipère de Besançon? Est-ce que c'est un souhait? Parce que finalement, non. Juste un point quand même sur la CMM10, on est dans les critères COSC. Même supérieur, puisqu'on est à -3 plus 5. Oui, alors j'avais plus les chiffres, je te remercie. Mais du coup, on est mieux que le COSC. Donc techniquement, en fait, la montre, elle a été fabriquée comme ça, donc on est ultra précis. On est vachement bien calibré. Et pourquoi c'est vrai que d'amener des fois ce petit plus de certification que les gens ont, si tu veux, à titre personnel, la fierté de mettre en avant, de dire ah mais ma montre elle est certifiée, elle a cette. C'est pas une volonté de notre part. Déjà, je suis content que tu aies répondu au COSC parce qu'effectivement on a souvent la question, mais on peut pas COSCer, c'est une certification suisse pour du Swiss made. On ne va pas de Citizen COSC, on ne va pas de Seiko COSC. On ne va pas COSCer un mouvement français. Mais on a le Vipère en France. On a le Vipère. Sauf qu'il faut penser aussi que ça a un coût. Le Vipère, ça a un coût très important. Et donc demain, si on instaure ce coût sur nos montres, ça voudrait dire qu'on ne pourrait plus vendre nos montres au tarif auquel on les propose actuellement. C'est ça aussi. La plupart des gens, forcément, ils veulent tout, mais à un prix restreint. Ça, c'est pas possible. Donc il faut faire des choix. Nous, d'aller dans le Vipère, en soi, qui serait purement un argument marketing. C'est que ça, parce que techniquement, le mécanisme est déjà calibré. C'est ça. Et d'aller rajouter un coût supplémentaire à la montre qui sortirait, pour le coup, de notre fourchette IEMA, entre guillemets, pour nous, ça n'a pas de sens. Donc en fait, aujourd'hui, mis à part peut-être si demain, on se dit pourquoi pas faire une petite série si réellement il y avait une demande, mais c'est même pas à l'ordre du jour, on n'a pas cette ambition d'aller là-dedans, d'autant plus que nous, et ça c'est important, sur le calibre manufacture, tu l'as dit, voilà, on parle de précisions qui sont supérieures à ces normes-là. Et en plus, sur la gamme manufacture, on garantit nos montres 5 ans. Donc, oui, non mais c'était la question. Je la sentais légitime et intéressante aussi. Donc c'est vrai qu'après, sur le principe, de toute façon, si ta montre elle est calibrée, c'est juste sur le papier pour toi, titre personnel, quand tu l'achètes. Non, mais c'est ça. Mais c'était de savoir aussi pourquoi vous ne l'aviez pas fait. Donc voilà. Tu réponds bien. Je réponds à ta question. Dernière petite question, et là je la comprends celle-ci. Moi, je connais pas la marque aussi bien que certains aficionados de chez Yema, mais c'est vrai que même quand la Micro Rotor est sortie, alors encore une fois c'était les images, je me suis dit merde, la montre là elle me parle, et on me dit oui c'est une Wristmaster, ils ont repris les cotes etc. d'une vieille montre. Alors la question elle est brute, elle est simple, c'est est-ce qu'un jour vous allez prendre le pari de faire un modèle qui est esthétiquement disruptif de ce que Yema fait, c'est-à-dire qu'on a une Yema qui n'est pas une Yema, ou est-ce que c'est compliqué d'un point de vue de se dire justement c'est casse-gueule, tu vois, Mais non, mais on l'a déjà fait. On l'a déjà fait sur plusieurs... Je pense que les gens ne sont pas au courant. Tu vois. On l'a déjà fait sur plusieurs modèles. Il y avait la Pearl Diver, qui est un modèle qui est complètement unique et qui était sorti en plus d'un projet fan. Pour le coup, c'était parti de cette base-là. Et du coup, ça n'a rien à voir avec un modèle existant. Mais après, je peux t'en citer d'autres. Je peux te parler de la Spacecraft, qui était aussi un modèle... Je ne la connais pas, je la chercherai. Je mettrai des incrustations entre les deux. Qui est complètement novateur et qui n'était pas lié à un ancien modèle. Tu as les Urban Field récemment. Alors, elle est très jolie. Au demeurant. Voilà. Mais bon, après, voilà, je retrouve pas des cotes effectivement spécifiques, mais je retrouve en tout cas, tu retrouves l'identité. Donc c'est différent de dire je retrouve l'identité du modèle. On essaye de toujours garder un ADN qui correspond à la marque, ça c'est évident. Par contre, c'est des nouveaux modèles qui ne sont pas inspirés des modèles vintage. Ou alors, les inspirations sont lointaines. Par exemple, comme les Traveler. Les Wristmaster Traveler, ce sont aussi des nouveaux modèles complètement, qui ne ressemblent à aucune autre montre. En fait, il y a juste des petites touches d'inspiration, et je pense notamment à la lunette, qui était sur un des modèles quartz des années 80 de Yema, mais qui n'a rien à voir. C'est comme ça où les gens font peut-être l'amalgame, ou en tout cas que moi je le fais. Je me dis, en fait, ils ont repris une pièce de bronze. Mais donc, en fait, sur ces dernières années, Yema, c'est à la fois de la réédition sur des modèles emblématiques, ça on va pas se le cacher, mais parce
parce que voilà, la Superman restera la Superman, une rallygraphe restera une rallygraphe. Ça s'entend, c'est des bangers de chez vous, donc tu ne peux pas à un moment donné te dire je le fais plus et je fais autre chose. Mais à côté, encore une fois, on ne s'est pas contenté que de rester sur le sentier qui nous est donné, on est sorti au-delà pour avoir une prise de risque sur certains autres modèles qui sont complètement nouveaux. Bon, il répond bien. Ça, je sais pas, on verra. Je les juge. Après, par contre, sur la partie monte, là, justement, on parle des modifications, etc., qui sont faites. Et moi, c'est vrai que c'est un sujet, parce que j'ai rencontré, pour le coup, Amarin. Ouais. Donc, justement, on a parlé du partenariat avec la marine. Et puis, on en avait discuté en off au téléphone. Et c'est vrai que, du coup, je me demandais, finalement, est-ce que le partenariat est reconduit? Est-ce qu'ils vont avoir droit à des modèles un peu particuliers pour la marine? Enfin, tu vois, puis d'ailleurs, j'étais même surpris, et là, tu m'as donné une info que je n'avais pas, on va y revenir dessus, c'est comment ça se fait que Tudor a sorti un partenariat? Je pensais que c'était quelque chose d'exclusif pour vous. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ça et puis nous dire s'il y a toi, justement, peut-être des modèles prévus pour la marine spécialement en 2024 ou comment vous envisagez le partenariat? Alors en fait, le partenariat avec la Marine nationale, il faut savoir, et je peux même faire le lien, il n'y a pas que la Marine nationale, il y a l'armée de l'air aussi, l'armée de l'air et de l'espace avec lequel on est partenaire aussi. Il faut savoir que ces deux institutions-là, en fait, ont créé leur marque, ce qui n'existait pas auparavant. Ils avaient un petit peu de retard, par exemple, avec, je pense à l'armée américaine notamment, qui avait compris ça, eux, depuis bien longtemps, de créer une marque et de pouvoir, derrière, de pouvoir utiliser le nom. Utiliser le nom. Donc en fait, en 2020, si je ne dis pas de bêtises, l'armée de l'air et de l'espace et la Marine nationale ont créé leur marque, officiellement. Et derrière, évidemment, avec la création de ces marques-là, ils ont voulu s'associer avec différentes autres marques pour concevoir des produits qui vont être à l'image de leur institution. Mais ça, vous étiez déjà partenaire avant ça? Non, juste. Alors, avec l'armée de l'air, oui. Avec l'armée de l'air et de l'espace, oui. On travaillait déjà avant, on avait déjà fait des projets, mais qui étaient. Parce qu'il y a une grosse différence, c'est que comme les marques n'étaient pas créées, les projets étaient uniquement internes. C'est-à-dire qu'on avait déjà fait des montres pour l'armée de l'air et de l'espace, mais qui étaient uniquement internes, qui étaient uniquement, entre guillemets, achetables par des militaires. La différence aujourd'hui du fait qu'ils aient créé leur marque, c'est que les projets qu'on fait depuis 2020 sont à la fois militaires, c'est-à-dire qu'ils bénéficient toujours du grand public. Et grand public. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, du fait qu'il y ait une marque officielle déposée par ces institutions-là, on a la possibilité de vendre ces montres au grand public. Et donc, et l'armée de l'air et de l'espace et la Marine nationale ont fait le choix de s'associer avec des marques sur lesquelles forcément ils les choisissent par rapport à leurs critères. Alors, c'est des critères de qualité, de potentiel, enfin, voilà. Ouais, un peu comme toutes les collabs qu'on peut voir, effectivement. Exactement. Et donc, l'armée de l'air et de l'espace et la Marine nationale ont choisi Yema pour répondre à la branche horlogère. C'est-à-dire que les montres, c'est quand même le potentiel est assez important, les montres militaires, et ils ont fait ce choix-là pour avoir une marque française, c'était important à leurs yeux, et pour avoir une marque qui partage un petit peu leurs valeurs. Et du coup, c'est ce qui explique que Tudor a pu choper cette marque-là, comme c'est une marque. Alors non, c'est que la Marine nationale, ils ont fait un choix différent, qui se discute. C'est leur choix et je le respecte. Je ne suis pas d'accord avec, mais je le respecte. Un choix bâtard, on va dire comme ça. Les gars, c'est pas cool quand même. Parce que... En fait, eux, ils ont fait le choix d'avoir 2 partenaires horlogers. Acté. C'est acté. Ils ont 2 partenaires officiels, du moins sur cette année-là. Ils ont Yema et Tudor. C'est-à-dire qu'ils ont Tudor parce qu'ils ont souhaité Tudor parce qu'ils ont un historique quand même qui est important avec la marque. Et forcément, qui en interne avait gardé certains aspects et une petite cote d'amour qui fait qu'ils ont voulu aussi construire ce partenariat-là. Mais comme Tudor, on est quand même sur un panier moyen qui est largement supérieur et qui sort un peu du cadre militaire, ils ne pouvaient pas se permettre de n'avoir qu'une marque premium et luxe, puisqu'on est un peu quand même dans l'univers du luxe. Ça aurait fait tâche qu'une institution publique tisse un partenariat uniquement luxe avec des montres que les militaires ne pourraient même pas se payer. Donc c'est pour ça qu'à côté de ça, ils ont souhaité un double partenariat, on va dire Tudor sur la partie luxe et Yema sur la partie plus globale, plus populaire, entre guillemets, si je puis dire. Alors maintenant, avec ce que vous sortez, peut-être que vous allez avoir les 2 parties. Ouais, alors on n'atteindra jamais les prix de Tudor. Mais, non, mais tu vois, ça peut être. En tout cas, c'est bien. Mais donc c'est une cohabitation. C'est une cohabitation, ni plus ni moins. Qui est présente aujourd'hui. Mais qui est présente aujourd'hui. Ce que tu dis, c'est que le partenariat, c'est année par année. Comment que ça se passe? Non. Alors sur l'armée de l'air et de l'espace, il est de longue date puisqu'on a signé pour les 5 prochaines années. Et sur la marine, si je ne dis pas de bêtises, il était sur 3 ans et c'est reconductible.
Donc là, de toute façon, pour les années à venir, on est avec la Marine nationale et on est avec l'armée de l'air et de l'espace. Ok. Des projets avec eux en 2024, tu sais ou Oui, pas? oui, parce que... Là, tu peux nous spoiler un peu ou pas quand même? Parce que les mecs qui regardent, ils sont souvent dans la Marine nationale, ou tu peux leur dire un petit peu ce qu'ils vont les... Non, mais qu'ils aient le temps de banquer, tu vois, parce que nous, elle arrive... Je vais pas spoiler, mais encore une fois, je vais répondre de manière plus professionnelle, si je puis dire, parce que c'est le côté que forcément ne voit pas forcément le grand public. Mais ces partenariats-là sont des partenariats qui sont coûteux pour nous. Forcément. Dans quel sens? Forcément, nous, c'est... Et tu payes l'acquisition de la marque pour pouvoir la... Tu as une rétribution même sur toutes les montres qui est faite pour l'armée. Le but, c'est que c'est ça qui est important, c'est qu'on rapporte de l'argent à l'armée. Mais pour nous, forcément, c'est de l'argent qu'on perd vis-à-vis du... Oui, sur ta marge. Oui. Voilà, sur la marge finale. Donc forcément, nous, on a besoin de vendre des montres. Et donc, encore une fois, pour vendre des montres, on essaye de faire aussi bien sur l'armée de l'air et de l'espace que la Marine nationale, à peu près une collection par an. D'accord. D'où cette dynamique qu'il peut y avoir, qui parfois, pour certains clients, paraît importante, mais entre guillemets, on est obligé d'avoir ce fonctionnement-là, d'avoir quasiment une collection par an. Donc en gros, la réponse que je te donne par rapport au spoil que tu veux, c'est que tu auras une collection Marine nationale sur 2024. Tout à fait. Bon, c'est cool. À voir ce qu'il y aura dedans. À voir pour eux. Je vais même un peu plus loin. T'emballes pas, hein, doucement. Hein, non, je t'en donne un peu, mais si t'en veux pas, moi je le garde. si, vas-y. Notamment, la future Marine nationale serait probablement équipée du CMM10. Donc celui-ci. Celui-ci. Bon, les gars. Forcément, parce que de toute manière, nous, le but, c'est que le CMM10, demain, on va le retrouver. Oui, ça soit un mécanisme, entre guillemets, qui soit sur toutes les montres. Donc, moins 3+5, la Marine nationale. Bien. On aborde les sujets un petit peu plus touchy, si je peux dire. J'ai besoin de rester? Ouais, c'est mieux que je puisse avoir des réponses. En fait, encore une fois, c'est vrai que là, l'interview, elle avait aussi pour volonté de partir sur des sujets qui, des fois, sont amenés, qu'on peut voir sur Internet et qui, du coup, sont... Moi, personnellement, que je ne comprends pas, mais que toi, finalement, quand tu es dedans, ou les gens qui travaillent peuvent être des fois un petit peu déçus de voir ces éléments-là et de ne pas comprendre ce qui est mis en avant. Et il y a deux sujets qui reviennent régulièrement, c'est, je te le dis comme ça de but en blanc, parce que c'est problème de SAV ou alors problème de contrôle qualité. Alors, en toute transparence, avec ce qu'on vient de se bouffer et l'horloger de 42 ans, on a du mal à comprendre les problèmes de contrôle qualité. Après, il peut toujours y arriver parce que l'erreur humaine est présente. On ne peut pas dire que ça peut toujours être nickel. Mais je ne vais pas me faire le défendeur de ce qu'on a vu, mais c'est vrai que tu dis, comment est-ce qu'aujourd'hui vous analysez les retours clients qui sont amenés en disant « Ouais, mais le SAV, c'est telle chose, ça ne va pas ». Alors, on a appris 2-3 petites choses sur le SAV, facturé, non facturé, je veux bien que tu reviennes dessus. Et puis la partie contrôle qualité, est-ce qu'il y a eu un changement ou est-ce qu'il y a peut-être eu effectivement avant des problèmes et il y a eu une modification du process? En fait, c'est une combinaison de plusieurs phénomènes. Là où tu... Alors, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous, pour répondre... Et puis on se parle de 50 000 montres aussi. Quand même. Ouais, voilà. Je vais y venir à ça. Pour répondre à ta question, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est inférieur au taux de retour moyen. C'est-à-dire que nous, on est en dessous des 3%. Je crois que dans l'horlogerie, il doit être de 6%. On a un taux inférieur à 3% de SAV, nous, sur nos montres. T'es à 2,9 ou... Comment? Vous êtes à 2,99 ou t'es... On est inférieur à 3%. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on est inférieur à 3%. Okay. Non, mais je te remercie déjà pour la transparence du chiffre. C'est important de savoir. Donc, alors, ça aussi, par rapport à ce que je t'ai répondu à ça, c'est effectivement par rapport à ce qu'on a fait sur les 2 dernières années, où on a upgradé un maximum la qualité, on a relocalisé la fabrication, puisque maintenant, il y a quasiment une fabrication interne. On a relocalisé aussi nos fournisseurs, c'est-à-dire qu'avant, on avait des fournisseurs un petit peu partout. Aujourd'hui, c'est que Suisse et à 70 km maximum de chez nous. Je crois que vous y allez cet après-midi en Suisse, donc vous verrez que c'est pas bien loin. La Chaux-de-Fonds, le Locle, nous, c'est à 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Donc ça montre encore une fois que le berceau de l'horloger, il est présent ici. Par contre, oui, on a pu connaître, là je pense aux années 2019-2021, entre 2019 et 2021, des petits soucis sur certaines petites séries, qui étaient liés justement soit à certains choix de fournisseurs qu'on a pu faire, etc., qui fait que sur certaines séries, on pouvait avoir un taux supérieur, par contre. Mais ce qui n'est plus le cas, ce que je te dis là, depuis plus de 2 ans. Ça, c'est important. Et l'autre phénomène, moi, que je prends en compte pour te répondre à ça, c'est qu'on est très digital. Nous, on est très digital et on fonctionne aussi beaucoup par série de montres. Je m'explique. Alors, le choix du digital, on l'a fait et on l'a fait sciemment et on en est très content. Oui, c'est un choix assumé. Ça. Complètement. Nous, on se veut
disponible, on se veut hyper proche de notre communauté, donc c'est pour ça qu'on a créé notamment Yema Watches Owners, qui doit être la plus grande communauté française, hein, pour une marque française, donc ce qui est relativement important. Et on fonctionne aussi après par série. Pourquoi je te dis ça? C'est-à-dire que quand on fait, tu vois, 1948 montres, je pense là aux anciens kicks, sur les bronzes ou quoi aux caisses, c'est-à-dire qu'on va livrer sur un laps de temps très court 1948 montres. Ce qui fait que sur le marché, tu as 1948 montres qui vont être livrées en l'espace-temps de 3 semaines, 1 mois, etc. Sur ces 1948 montres, si tu as 10 problèmes SAV, ça va te faire 10 postes. Alors peut-être pas 10, parce que tout le monde... que tu vas tout avoir en une seule semaine, alors que des fois, tu as des postes qui sont pas ça, un peu épiphysiologiques. Tu peux avoir un effet boule de neige sur les réseaux, c'est-à-dire quand tu vas avoir une personne, parce que ça c'est l'autre problème qui est lié à la digitalisation, mais nous on en est conscient, c'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir un souci, son premier réflexe, c'est fou, hein, mais son premier réflexe c'est d'aller sur les groupes et de dire tiens j'ai ça, est-ce que c'est normal? Avant même de nous avoir contactés. Parce que normalement, tu as un problème avec une marque, tu appelles la marque et puis tu vois comment ils vont gérer la chose. Aujourd'hui, on a des clients, leur premier réflexe, c'est d'aller sur digital. Ça, c'est un point. Mais donc, le phénomène d'avoir une quantité importante de montres sur un laps de temps, c'est que tu vas avoir 5-6 personnes qui ont un problème SAV qui vont le poster. Et ça, pour les gens autour, tu vois arriver sur 15 jours de temps 5-6 posts SAV, tu te dis... Tu as l'impression que c'est régulier, quoi. Tu te dis que Yema, c'est une marque SAV. Sauf que si tu fais ton calcul de 5-6 retours. Alors là, j'exagère parce qu'il n'y a pas que le digital. Hein. Il y a aussi, les gens ne sont pas tous sur le digital. Mais si tu 10-15 retours sur 1948 montres, mais c'est peanuts. Tu vois ce que je veux dire? Tu es sur des taux qui sont tout à fait entendables. Mais cet effet boule de neige, il est créé par le digital. Mais ça, on n'y peut rien. C'est pour ça que je voulais mettre ça en avant. Et c'est comme ça. Et puis que je te demandais des chiffres, parce qu'à un moment donné, je t'ai dit, mais c'est des questions, forcément, on va y venir. Et du coup, on voulait comprendre. Et moi le premier. Tu vois, et je vais plus loin, et ça, on l'a constaté, c'est qu'en plus, avec le digital, mais ça, c'est lié à tous les domaines, c'est que donc tu as les gens qui postent, moi j'ai un souci, et puis ils vont se graviter autour des gens qui n'ont même pas de soucis, qui n'ont même pas de montre Yema moderne, et qui vont dire ah ouais, t'as raison, c'est pas acceptable, etc. Et tu vois, t'as ce côté un peu feu, parce que les gens aiment ça. Hein, t'as le même problème sur Twitter, les choses comme ça. Les gens aiment animer ça, mais c'est pas forcément une réalité au final. C'est ça qu'il faut concevoir, parce que le revers de tout ça. Et la réalité, moi je dis toujours, la réalité c'est celle du terrain, c'est celle qu'on voit, c'est que la marque... Et puis c'est celle des chiffres aussi. C'est ça, c'est que la marque elle est en pleine croissance, chaque année, depuis 6 ans, c'est les quantités de montres vendues, c'est les clients satisfaits. Si tu vas voir aussi tous les retours qu'il peut y avoir sur, je ne vais pas citer les noms là, mais sur les sites d'avis qu'il peut y avoir, qui sont des sites tierces par rapport à nous, on a des avis qui sont très bons, etc. Voilà, on ne pourrait pas avoir tout ça si on avait des problèmes récurrents de SAV. Donc il faut faire attention à la part. Oui, il faut faire la part des choses. Voilà, il faut faire la part des choses. Par contre, sur la partie SAV, point important que je ne savais pas et qu'on a vu du coup avec Jean-Paul, je crois, si je me trompe pas. Jean-Paul Boyau. Ouais. Qui est donc l'horloger référent. Maître horloger. C'est que du coup, il y a 2 types de SAV chez vous, le SAV facturé et le SAV non facturé. Oui. Alors, est-ce que tu peux revenir quand même sur ce point-là? Non, mais la nuance elle est simple, mais parce que tu vois, ça c'est encore pareil. Il y en a qui ne vont pas comprendre et puis ils vont dire je ne comprends pas pourquoi j'ai eu à avoir ça ou pourquoi j'ai eu ça. Et je pense que ça peut être bien de... La nuance, elle est très simple entre SAV facturé et non facturé. C'est-à-dire qu'un SAV non facturé, c'est un SAV qui est arrivé, enfin, une problématique qui est arrivée sur une montre avérée et que nous, on la reçoit et voilà, entre guillemets, c'est de notre faute. Pièce défectueuse. Pièce défectueuse ou souci à l'assemblage ou enfin tout ce qu'il peut y avoir autour de la mécanique de précision sur nos mouvements. Donc ça, effectivement, forcément, ça rentre dans le cadre de la garantie. Par contre, on a aussi, et c'est ce que te disait Jean-Paul tout à l'heure, on constate des retours SAV qui sont constatés comme des retours SAV, parce que la personne nous renvoie la montre pour telle ou telle chose. Ça rentre en SAV. Voilà, et en fait, on se rend compte que c'est soit un problème d'utilisation, tu vois, soit tu vois une montre qui a été choquée et qu'on peut constater intrinsèquement sur la montre, une montre qui a pris l'eau, mais pour une mauvaise raison, pour une erreur de manipulation ou des choses comme ça. Donc ça, forcément, ça va sortir du cadre SAV pur et dur, non facturable, et donc on va facturer ce SAV qui ne devient plus en fait un SAV, qui devient, si tu veux, une intervention sur une montre. Une réparation, quoi. Voilà. Réparation classique. Bon, après ça, il faut être quand même transparent sur ce point-là, parce qu'on a vu tout à l'heure une montre de ce type-là, le bloc couronne,
Défoncer. Bloc lunette. Pardon, le bloc lunette, merci. Défoncer, c'était à se demander ce qu'il avait fait avec la montre. Voilà, parce que. Mais apparemment, c'est un défaut de chez vous. Je veux bien le croire. Non, mais c'était quand même une question à se poser. Tu te dis, apparemment, la personne communiquait comme un problème de SAV, un problème de fabrication. Quand on a vu la montre tout à l'heure, on s'est même dit, mais comment ? Le bloc lunette, ça reste une c'est une pièce fragile. Voilà, c'est une pièce, pas fragile, mais c'est une pièce particulière dans la conception d'une montre. Bon, alors c'est un... Si elle n'est pas vissée, tu peux vite l'arracher, quoi. Enfin, ça voilà. reste en soi une pièce qui peut être abîmée plus facilement que, je sais pas moi, peut-être ton fermoir ou une autre pièce de ta montre. Voilà, mais tu donnes un exemple concret de ce qui peut être un SAV facturable ou d'une intervention en fait. Bon, après, c'est pas pour les défendre, hein. C'est vraiment du véridique vu, parce qu'après, de toute façon, on va pas rentrer. Ah, mais après, regarde, si j'accepte de parler de SAV, c'est que du SAV, il y en a, et il y en aura toujours. Je veux pas que ce soit un point négatif, c'est pas le but. C'était juste que dans les commentaires, comme ça revient souvent, et puis même moi, des fois, tu vois, en toute transparence, des fois, on s'amuse un petit peu à troller, parce que on a un ami qui a des Yema, il a fait 3 SAV, à chaque fois qu'elle est revenue, il est une merde. Donc on en rigole, on le charrie, mais c'est peut-être arrivé dans tes années, tu vois ce que t'expliques. Et puis aujourd'hui, peut-être que prends le pas de renvoyer la montre, et puis quand elle va revenir, ce sera nickel. Mais du coup, c'est des boutades entre nous, mais comme ça revenait souvent dans les commentaires, et je rejoins ce que tu dis, ça c'est vrai, c'est que t'en as un, et puis t'en as même ceux qui viennent parler quand vous n'avez pas les montres, les gars, arrêtez, parce que c'est quand même compliqué de donner un avis. Moi, j'ai jamais eu d'IMA, je peux pas dire j'aime pas. Tu pourras pas empêcher ça. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, et je vais même te dire, ça nous est utile quand même. Parce que nous, et c'est pour ça qu'on est très présent sur les réseaux, c'est qu'on se confronte à la réalité telle qu'elle peut être. Et c'est ça qui fait qu'aussi, on a cette ambition de toujours vouloir progresser. Nous, aujourd'hui, si on fait nos calibres de manufacture, c'est aussi pour s'éviter certains problèmes qu'on a pu avoir dans le passé avec certains mouvements, même, tu vois, s'il était très bien et qu'il fonctionnait, quelquefois, on a eu des soucis de précision, des soucis de variation, etc., qui, ça, pour le coup, sont des vrais SAV. Et donc, on veut... Alors, s'éviter à 100%, on n'y arrivera jamais, parce que ça reste de la mécanique de précision et qu'il y aura toujours des aléas, mais on veut être toujours dans une marge de progression. Et ça, on est aidé tous les jours par ce qu'on voit sur le terrain. Mais c'est ça aussi qu'il faut prendre conscience, c'est que nous, tout ce qui se passe, on le voit. Et on s'y tient. C'est-à-dire que nous, c'est des dizaines de personnes qui sont sur les réseaux, sur le digital, parce qu'encore une fois, on est très présents, et qui vont constater... nous, c'est une alerte rouge, quoi. Quand on a un client, même si c'est un client qui fait... De toute façon, un client insatisfait, c'est 10 clients. Ah voilà, tout de suite. Donc nous, c'est une alerte rouge. Chez nous, on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, d'où c'est venu. Vous l'avez vu ici, voilà, on a mis tout en place pour que tout fonctionne de la meilleure des manières. Bon, en tout cas, je te remercie pour cette transparence sur ce point-là. Avec plaisir. On a fait quand même une belle interview, il y avait pas mal d'éléments à porter. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais dire en plus? Mais je crois qu'on est quand même pas mal là. Non, on est quand même pas mal. Il y aura plein de belles choses à venir. Je crois que là, vous allez voir Olivier. Donc, là, on va le voir dans pas longtemps parce qu'on a 3 modèles, dont celui-ci, il va nous parler. Sur les 3 calibres manufacture. Donc, on va regarder un peu ça. Vous avez cette chance-là, donc non, c'est très bien. Écoute, William, je te remercie. Avec plaisir. Et puis nous, écoutez, on se retrouve tout de suite avec Olivier. L'interview et du coup, on a la présentation par le stagiaire de luxe. Bonjour. Ravi de te revoir, Olivier. Salut, comment ça va? Écoute, très bien, tu as mis ta plus belle chemise pour me recevoir, je suis très content. Deux saisons. Effectivement. Tu nous fais la petite présentation des 3 derniers modèles de la gamme. Donc il y a le CMM10, on va revenir un peu sur le micro-rotor qui était sorti dernièrement. Et en plus, on a la chance, c'est qu'on a la bleue. Exact. Qui est en phase de livraison. Là, il y en a un beau plateau qui part. Ouais. Et puis on parlera aussi, alors on n'a pas le tourbillon, parce que techniquement il est parti donc aux États-Unis, les montres sont partis pour présentation, mais je crois que tu m'as prévu un petit truc sympa. Il en reste un ici qu'on peut emboîter avec vous. Donc un emboîtage en direct? Ouais. Génial. Pas peur. Même pas peur. Tu nous présentes, du coup, peut-être revenir sur à la limite le micro-rotor. Bien sûr. Dans l'ordre où ils ont été annoncés finalement. Exactement, ouais. Donc celui-ci est sorti à peu près il y a 6-8 mois, si je ne suis pas trop large dans les délais. Alors ça, c'était le Kickstarter de l'an dernier, novembre dernier. Ah, c'est novembre déjà, ouais. Ça passe vite. Bientôt une année. Et qui est livré depuis la rentrée. Donc là, les livraisons, les premières, c'est les vertes. Alors,
Les premières, il y a eu énormément de vertes. Vu que les gens pouvaient choisir leur couleur, il y a eu 2/3 de verte, un quart de bleu et le reste en noir. D'accord. Pour donner une idée à peu près, hein. Je n'ai pas les Ouais, dans chiffres la masse. exacts en Oui, non, tête. mais dans la masse, mais, ouais. Donc il y a beaucoup de vertes et Ouais. finalement la noire c'est une denrée rare, quoi. La noire, c'est une denrée rare, effectivement. Donc c'est celle qui va prendre de la valeur, ça va être la noire. Sur la partie mécanique, je voulais qu'on revienne sur 2-3 points, parce que ça me semblait intéressant de reparler dessus, notamment sur les groupes Yema que vous avez sur Facebook. Il y a 2 grosses communautés Yema, et il y a des petits points qui en sont ressortis, et j'aurais aimé qu'on en revienne à discuter de ça. Notamment, alors je t'avoue que je ne le savais pas, sur la partie micro-rotor, on n'a pas de stop seconde. Et exact, on n'a pas de stop seconde. Et sans le savoir, je t'avoue que c'est quelque chose, quand j'ai lu, je me suis dit, mais mince, c'est vrai, pas de stop seconde, j'ai pas compris pourquoi. Et tu as donné une explication, mais est-ce que tu peux un petit peu revenir dessus et nous expliquer ça? Alors, je ne sais pas si on voit dans le champ le calibre derrière ou si on peut le capter à l'écran ici. Ce qui s'est passé, c'est que ce mouvement de base là, je ne l'avais pas conçu exprès pour un usage chez Yema ou quelque chose comme ça. Dans le cadre des discussions qu'on a eues avec Christopher, Pascal Ball, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait sortir comme truc un peu enthousiasmant et puis rapidement qu'on pourrait mettre en œuvre rapidement. Je lui ai dit, moi j'ai un micro-rotor, sauf que je l'avais conçu avec une seconde à 9 heures. Ok. Donc il a, dans son architecture, si tu veux, tout le balancier, tout l'échappement a été déplacé vers 9 heures pour qu'on soit au plus proche avec la petite seconde. Et son architecture de base, c'était avec une petite seconde à 9 heures. Donc tu dis bien un deuxième sous-cadran, donc tu as un sous-cadran à 9 heures, petite seconde. Hein. Exactement. Okay. Ça, c'était sa config telle que je l'avais imaginée au départ. Et si on avait voulu déplacer la seconde qui était à 9 heures pour la remettre au centre, ça aurait fait refaire toute l'architecture du calibre. Et vu qu'il fallait faire des protos et puis essayer les choses rapidement, je leur ai dit, moi j'ai une centaine de ces mouvements chez moi. Donc là tu refaisais quasiment un calibre finalement si tu devais faire ça. Tu refaisais quelque chose, tu repartais de... C'était beaucoup plus long. Et l'idée était de pouvoir sortir quelque chose pour tester les process avant l'arrivée du CMM10, mais le CMM10 on avait commencé avant. Donc on avait commencé en 2021 je crois. D'accord. Et l'idée du 20 elle est venue en 2022. Donc ils l'ont sorti finalement avant, sur le principe, par rapport au CMM10 qui est là, qui est présent. Exactement. Et du coup, tu as dû... Alors finalement, la complexité du fait d'avoir la petite seconde à 9 heures et le non-stop seconde, c'est par rapport à la reprise du micro-rotor, le fait où il s'est situé, tu ne peux pas avoir le... Exactement. On a la tige de remontoir, elle est vraiment à l'opposé du balancier. Donc si tu veux mettre en place un levier qui va depuis la tige, traverser tout le mouvement pour aller arrêter le balancier, c'est un peu complexe. Et c'est très certainement le genre de pièce qui te cause des retours SAV, ce que personne ne veut. Ok. Y a quelques calibres qui ont des choses comme ça. Chez Panerai, par exemple, ils ont des leviers stop ultra longs en 2 parties qui traversent tout le mouvement, mais c'est pas vraiment la maison de l'extra plat, tu vois. Donc ils arrivent à le faire, mais en mettant de la sécurité en hauteur, en prenant bien la place pour faire un truc robuste. Et sinon, traditionnellement, tu essayes d'avoir le balancier pas trop loin de la tige pour pouvoir mettre un petit levier où quand tu tires la tige, ça vient actionner directement le balancier, ça l'arrête. Ouais, donc, et voilà. Finalement, la concession elle a été faite de ne pas mettre de seconde. La concession a été faite comme ça, et d'autant qu'on a dû mettre une seconde centrale indirecte. C'est-à-dire que la route seconde, elle est toujours prévue pour aller taper quelque part vers 9 heures. Ouais. Et on a ramené le mouvement de la seconde au centre. Oui, donc tu as quand même finalement pas mal modifié un petit peu ce qui était prévu, quoi. C'est pas si simple que ça, quoi. Sur le principe, tu te dis, tiens, Olivier, il a fait un mouvement qui était un peu prévu, puis il y a eu un travail de fait et c'est sorti. Non. Il y avait un mouvement qui était prévu dans les tiroirs, mais il fallait l'adapter à ce que Yema voulait en faire en tant que produit. Ok. Ça n'exclut pas d'en voir un jour des versions avec la seconde à 9 heures. Oui, c'est ça. Ce serait un petit peu sa version, comment on dit, Director's Cut. Oui, version classique et standard. Voilà. En tout cas, la bleue, elle est magnifique. C'est les premiers modèles qu'on voit là. Donc, on a la chance, on a l'exclusivité aujourd'hui de pouvoir voir les bleus. Et c'est vrai que le dos est splendide. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je les ai vus en photo. Et tu sais, des fois, entre la photo et la réalité, tu te dis, il y a des décalages. Et là, il n'y en a pas, quoi. Alors, il y a toujours des décalages. Et la LD qui a été choisie là, pour les ponts, il va faire parler de lui parce que c'est un truc, c'est un effet caméléon qui est incroyable. Alors, sur la bleue, on a un bleu très profond
Et il faudrait qu'on se mette vraiment en éclairage extérieur pour pouvoir apprécier les quelques nuances de bleu. Ouais. Mais la verte, c'est la plus spectaculaire parce que dans la transition de couche, la plage verte, elle est très faible. C'est pour ça que les vertes, quand tu les inclines, elles passent en bleu pétrole. Ouais, c'est ça, effectivement, un petit bleu canard. Mais du coup, ça m'amène à une question. Alors, on a regardé un petit peu quand même les commentaires sur les groupes, et c'est vrai qu'il y avait une question, une personne disait « Ouais, mais je ne comprends pas, moi, entre cette partie-ci et l'autre partie, bah, finalement, j'ai une différence de couleur entre les verts, etc. » Donc, je sais que tu avais commenté ce point-là. Mais est-ce que tu peux peut-être le remettre à l'oral? Parce que c'est vrai que moi, je t'avoue que je ne suis pas spécialiste du fonctionnement, de comment ça a été fait, etc. sur la partie colorimétrie. Mais tu avais dit, mais en fait, techniquement, c'est normal ou alors on ne peut pas avoir quelque chose de parfait, quoi. Alors, vu qu'on notamment sur la verte, quoi. Ouais, vu qu'on a plusieurs ponts, il faut se dire que l'échelle à laquelle la couleur change, c'est en dessous du nanomètre. Ouais, donc tu poses une couche, on te dit la couche, elle va faire 1,2 micron. Bah, le virgule 2, il a un impact. Si c'est virgule 3, c'est plus la même couleur. Si c'est virgule 25, c'est plus la même couleur non plus. Ah, donc c'est compliqué d'avoir une perfection sur ce point-là. Alors, déjà, tu es au micron. Nous, on arrive. Oh non, on est en dessous. Hein, sur la gestion de la couche, elle est en dessous du nanomètre. Ok. Mais quand tu passes plusieurs pièces, on va passer tous les ponts de barrière, on va passer tous les ponts d'encre, on va passer tous les machins. Et quand tu passes les lots et que tu les assembles, tu peux avoir à l'intérieur du lot une dispersion que tu ne vas jamais reconnaître comme ça quand tu as un plateau avec devant toi 50 ponts de barrière. Tu ne vas pas voir la nuance qu'il y a entre les 50 ponts de barrière. Tu en as plein les yeux, quoi. Et ensuite, bah, y a le jeu de l'inclinaison. C'est-à-dire que vu que c'est compliqué à comprendre au départ, mais ce pont n'est pas bleu et l'autre n'est pas vert. Ils sont tous plaqués avec un oxyde transparent. Oui, d'accord. Vas-y, continue, parce que là, effectivement, c'est compliqué à comprendre, mais je suis d'accord avec toi. Donc, en fait, faut t'imaginer, on met sur la pièce une couche d'oxyde qui est transparent. Mais cet oxyde, en fonction de son épaisseur, il va absorber une partie des rayons lumineux. D'accord. Ce qui fait que toi, tu vois du bleu. Ah, ok. C'est un oxyde transparent qui va absorber tout le spectre lumineux, sauf le bleu. Et s'il est 1 nanomètre plus épais, eh ben, il va absorber un peu plus de bleu, mais un peu moins de vert. Et quand tu vas incliner, tu vas voir ton pont qui passe de bleu à vert. Moi, j'avais fait un petit extrait vidéo où je tournais l'appareil photo, enfin le téléphone perpendiculaire au pont, il était vert gazon. Oui, puis tu avais penché. Tu le penches, il devient bleu pétrole. Et il faut te dire que là-dedans, il y a ce que l'œil voit. Et si tu cherchais vraiment à mesurer la colorimétrie, un demi-degré, tu inclines ton pont d'un demi-degré, ben, il change déjà de couleur. Il passe d'un vert sapin clair à un vert sapin foncé. Donc quand tu as la montre devant toi et que tu la regardes comme ça, il faut bien te garder à l'esprit que là, le pont de Barrier, il est plus proche de mon œil que le pont de Balancier. Donc intrinsèquement, j'ai déjà une différence de couleur. Le seul moyen de pouvoir statuer, ce serait de te dire il faut que je le tienne à bout de bras comme ça, parfaitement perpendiculaire. Et là, bah, si tu fais l'exercice, oui, le bleu a l'air plutôt uniforme. Moi, je le vois pareil. Ouais. Mais si tu le viens de plus près et que tu commences à jouer avec les angles, tu as ces reflets mordorés là, et puis ces variations de nuances. Bon, je te remercie pour l'explication parce que je t'avoue que la question, elle était entendable, si tu veux, par rapport à la photo qui était prise. Alors, ça veut dire que sur la noire, il y a moins de variations du coup? Ouais, parce que le noir, on absorbe presque tout le spectre lumineux. Ok. Non, mais tu vois, c'est aussi un point. Dans l'ordre, tu as le vert où il y a le plus cet effet, le bleu où déjà beaucoup moins, et ensuite, ben, de bleu dans le spectre, on passe sur des bleus foncés, et ensuite on attaque les noirs. Quoi. Ok. Ouais, donc ce qui entend que sur le vert, ça soit un petit peu plus, pas touchy, mais que tu le vois quoi, plus facilement. Bah, si on avait fait du jaune, enfin des couleurs encore plus claires, c'était encore plus compliqué. On a des échantillons comme ça où tu avais du violet qui virait au doré. Ok, bah, ça peut être fun ça. Alors ça peut être très fun, mais c'est pareil. Quelqu'un qui aurait acheté la violette et puis qui passe son temps à la regarder en biais comme ça, il dirait mais je la vois tout le temps dorée quoi. Bon en tout cas c'est pas... Moi personnellement quand j'ai vu ce commentaire là et je me suis amusé à commenter, j'ai juste dit que si Rolex avait fait ça, ça serait devenu collector. Alors les gens n'auraient pas eu la même réflexion que sur ce principe de c'est Yema qui a fait, enfin moi ça m'a fait rigoler mais chez Rolex il y a un parallèle avec ça, je trouve c'est le cadran de la Milgauss bleue. C'est très dur. Il passe un peu vert des fois. C'est très dur de trouver deux photos où il a la même couleur. Et même sur le site Rolex, ils te mettent une couleur qui est pas celle
à laquelle tu es confronté la majorité du temps. Et je t'avoue que moi, c'est ce qui m'avait même refroidi. Le bleu qu'il y a sur le site Rolex me plaisait pas trop. Et il s'avère que dans la vraie vie, l'angle que tu as, il rend une autre couleur. Alors pour rappel, si vous ne savez pas, la Milgauss, c'est la seule Rolex professionnelle. Vous allez voir l'interview d'Olivier, c'est expliqué dedans, vous comprendrez pourquoi. On va passer sur la CMM10. La CMM10. Donc là, celle-ci, c'est le Kickstarter. Donc là, on filme, on est le 23 octobre et le Kickstarter démarre au mois de novembre. Ouais. Donc, pas qu'on a l'exclu, Yema a communiqué dessus, mais en tout cas, on la voit. Enfin, moi, je la vois pour la première fois. Elle est super belle. Et le dos est très beau aussi. Donc, je trouve honnêtement que c'est une belle réussite, cette montre-là. Ça fait plaisir à entendre. En tout cas. Ouais, je ne suis pas un gros consommateur de Yema parce que j'ai jamais été autant fan que certains peuvent l'être de la marque. Et je trouve que de voir les produits depuis que le micro-rotor est sorti, je trouve que moi justement, puis ça a été un peu dit dans l'interview, ça va dans le bon sens. Et je t'avoue que celle-ci est vraiment chouette. Alors sur le plateau, on n'a que la bronze. On n'a pas la... De mémoire, c'est la... Enfin, ils ont refait une Moby Dick, je crois, un cadran bleu qui est ressorti. Donc celle-ci, on l'a pas, on n'a que la bronze, mais elle est vraiment très très belle, quoi. Et le bracelet un peu tropique comme ça, il est super agréable. Il est pas mal. Qu'est-ce que tu peux me dire par contre sur le mécanisme? On a un stop seconde là? Ouais, là on a un stop seconde. On a un stop seconde, c'est bon. Alors celui-ci, à la différence du 20, c'était pas un développement de chez moi qu'on a adapté. Ouais. Là on est vraiment parti, mouvement sur mesure pour Yema. Donc feuille blanche et développement. Feuille blanche et on part de zéro. Donc il y avait autour de cette table plein de gens qui donnaient chacun leurs qu'est-ce qui t'était demandé finalement, la directive du mouvement? Qu'est-ce que vous voulez Alors, il fallait déjà quelque chose qui soit compatible dans les dimensions extérieures avec les calibres existants, les MBP 1000, Yema 2000. D'accord. Donc, pour réutiliser tout simplement la carrure. Oui. Ok. Faciliter ça. Idéalement, que certaines choses comme les ajustements de masse oscillante puissent être gardés, que certains composants à l'intérieur puissent être repris. Des petits trucs, hein, c'est genre les roulements à billes. Est-ce qu'on peut garder les mêmes roulements à billes parce que c'est des composants complexes? Là, tu as le bloc couronne qui est activé. Ça marche bien. Je ne forçais pas, ça marche bien. Et donc voilà, il y a eu ces quelques petites demandes-là et une autre demande qui était vraiment au niveau de l'architecture parce que le Yema MBP 1000 et Yema 2000 avaient déjà ça. Le barillet est à midi, le balancier est à 6 heures pile poil. Donc si tu retournes, tu as vraiment une structure verticale dans la construction du mouvement et ça, fallait le garder. D'accord. Ça n'empêche que là, dans ce cas-là, le balancier n'est pas très loin. Il est à 6 heures, la tige est à 3 heures, donc c'est assez facile de faire un stop seconde. Et sinon, pour le reste, plus de réserve de marche, des meilleures performances chronométriques, une ergonomie de montage différente. Il fallait que le mouvement il puisse être aussi joli en manuel qu'en automatique, parce que celui-là est construit, là on ne le voit pas, mais si tu enlèves le bâti automatique, tu as en dessous un mouvement qui est très propre. On voit quand même là par transparence qu'il est nickel, quoi. Il y a une belle grande surface plate qui va se prêter à tous des jeux de tapisserie, de gravage, etc. Ouais, donc si tu veux le faire par la suite, en plus, c'est faisable, quoi. Si on voulait faire, par exemple, une version un peu plus dress, un peu plus fine, puis en remontage manuel, ce serait possible. Mais on aurait quand même un remontage manuel avec ses 70 heures de réserve. Alors, point important d'ailleurs, c'est quand même à souligner, c'est que ça a été dit pendant l'interview avec William, mais la montre, elle est dans les critères COSC. Comme elle n'est pas Swiss made, on le redit, c'est pas COSC, mais tu as calibré la montre, je crois que c'était quoi, moins 4+6 le COSC, donc toi tu es aussi dans cette tolérance-là, hein, ce que vous avez fait dessus. Ouais. Donc on a quand même une montre chez Yema pour le coup qui est hyper précise, vachement bien finie, et avec un méca, là pour le coup on peut dire que c'est un mécanisme manufacture. Complètement. Parce que là, il n'y a pas de base, c'était une feuille blanche, et ce qui explique peut-être du fait que le micro-rotor soit sorti finalement... Là, on a réutilisé ta base, il est sorti peut-être avant sur Kickstarter et celle-ci a nécessité un développement un peu plus long. Clairement. D'autant que là, on vous présente sur le plateau aujourd'hui un modèle. Il y a déjà des réflexions qui sont engagées sur plein d'autres modèles. À la conception du CMM10, on a quand même mis sur la table tout ce qu'on devait pouvoir en faire. Oui, tu vas au step après. Tu t'arrêtes pas au premier step et à dire que tu sors le mouvement. Il faut que vous fassiez un mouvement de base, que ça va devenir le vaisseau amiral de Yema. Donc à l'avenir, il faut qu'on puisse greffer là-dessus des dates, des GMT, tout ce qui fait déjà le succès des modèles qui cartonnent en ce moment. Tu peux faire évoluer le mouvement tout en restant sur ta même base et tu viens rajouter tes modules complémentaires dessus, quoi. On va essayer même de les intégrer. Alors là, je vois pas la différence, mais du coup, tu veux dire que on rajoute pas d'épaisseur.
Ah ok, donc tu On gardes pourrait l'épaisseur et tu mets intégrer dedans. les choses dedans. Ok. Les versions date ne seront pas plus épaisses que les versions no date. Ok. Bon, en tout cas, encore une fois, je reviens, je t'avoue que depuis tout à l'heure, je regarde, mais quand je la prends en main, j'adore le Tropique. Franchement, en plus, il est aéré, donc tu te dis, bon, bah, ça c'est cool, tu la portes. Je vais la passer après pour voir un petit peu. Les cornes sont légèrement arrondies, je pense qu'elle doit bien poser. Oui. Puis les jeux de lumière, là, sont plutôt sympas. Bon, là, on en a vu une, micro-rotor. 2. On vient de voir la deuxième, je cherche la troisième. Et ben, on va se donner rendez-vous dans l'atelier. On se fait un petit emboîtage. Allez. C'est parti. On a un de ces premiers protos de CMM30. Donc, on avait fait à l'époque une découpe à l'arrière. C'est toute la subtilité. Il fallait que ça évoque une vague, le pont, tu vois. Ouais. On avait fait cette forme de vague là Ok, dedans. cool. Dessus. Donc là, c'est le tourbillon que toi, tu as développé. Ouais, exactement. C'est le tien avec plus de 100 heures de réserve de marche. C'est ça. C'est ça. Alors, il y a encore des évolutions qui arrivent chaque année, mais une de celles qui a été suivie un petit peu les dernières années, ça a été ce fameux. Donc si j'ai bien mémorisé, c'est le monobarillet, quoi. Exactement. C'est ça. Très bien mémorisé. J'ai bien suivi notre Tout épisode. bien suivi.